Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Dans les épisodes précédents, on a parlé de sortir de sa zone de confort, de créer des micro-habitudes, de construire des systèmes. Certains d'entre vous ont d'ailleurs commencé, et je vous en félicite. Mais aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel beaucoup tombent. C'est le pendule qui va trop loin dans l'autre sens. Autrement dit, les extrêmes. Une fois n'est pas coutume, pour vous illustrer cette idée, je vais prendre l'exemple de Marc. Marc avait 38 ans quand il a eu son déclic. Après des années de malbouffe et de sédentarité, il découvre sur YouTube un type qui ne mange que de la viande. Rien d'autre. Il a l'air en forme, énergique, il dit que tous nos problèmes viennent des plantes. Et dans ses vidéos, Marc se reconnaît dans un ou deux symptômes et se dit « c'est ça ma solution ». Du jour au lendemain, Marc devient carnivore. Pas je mange plus de protéines, non. Carnivore. Que de la viande et du beurre. 6 mois plus tard, Marc a perdu du poids, certes, mais il a aussi perdu ses amis qui ne peuvent plus manger avec lui, sa copine qui en a marre de ses sermons sur les toxines végétales et probablement quelques années d'espérance de vie. En fait, Marc est passé d'une prison à une autre. Les barreaux ont juste changé de couleur. Mais attendez, regardons ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous passez d'un extrême à un autre. Ce qui est arrivé à Marc, c'est le piège du pendule extrême. Et peut-être que vous le voyez venir, peut-être que vous l'avez frôlé également. Vous savez, c'est ce moment où vous passez de « je ne fais rien pour ma santé » à « je vais tout faire parfaitement ». Le tout ou rien, c'est un peu l'hiver déguisé en été. Ça a l'air d'un vrai changement, mais c'est juste un autre extrême. Et on vit dans une époque fascinante. Jamais on n'a eu autant d'informations sur la santé. Et dans le même temps, on n'a jamais eu autant de régimes complètement tarés. Carnivore, frugivore, respirianisme, oui, c'est des gens qui prétendent vivre de l'air et de la lumière. Des régimes crus, régime du guerrier, régime cétogène ou le jeûne de 7 jours. Bref, si votre régime a un nom de secte, c'est peut-être que c'en est une. Vous remarquerez que ces extrêmes sont toujours vendus comme la solution. L'unique vérité, le Saint Graal. Supprimez tous les glucides et tous vos problèmes disparaîtront. Ne mangez que des fruits crus et vous vivrez 150 ans. Ou encore, le petit déjeuner est un poison inventé par l'industrie. Et certains d'entre vous sont déjà tombés dans le panneau, car comme tous les régimes, ils fonctionnent tous à court terme. Et là, je vais vous révéler un chiffre que l'industrie du bien-être déteste. C'est que l'alimentation, c'est 20 à 25% de votre santé grand maximum. Et oui, un quart, pas la totalité. Le sommeil, c'est 25 à 30%. L'activité physique, au moins 20%. Le stress et la santé mentale, 20 à 25% également. Et au final, la génétique, l'environnement et les relations sociales, c'est le reste. Donc, vous pouvez manger parfaitement, bio, local, sans gluten, graines germées activées, bénies par un chaman, tout ce que vous voulez. Si vous dormez 4 heures par nuit, avec un stress chronique et zéro activité physique, vous allez droit dans le mur. Donc manger parfaitement avec une vie déséquilibrée, c'est comme mettre de l'essence premium dans une voiture sans roues. Ça n'a aucun intérêt. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile de vous vendre la solution unique que de se dire c'est compliqué, qu'il faut équilibrer plein de trucs. Alors on vous vend un extrême. Parce que l'extrême, c'est simple. C'est noir ou blanc, autorisé, interdit, bien ou mal. Et l'équilibre, c'est chiant. Ça demande de réfléchir, alors que l'extrême, c'est confortable. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas de décision à prendre. Si je vous parle de Mélenchon, il y a ces idées qui vous viennent en tête directement. Si je vous parle de l'extrême droite, pareil. Mais par contre, si je vous parle du MoDem, voilà, on ne sait pas ce qu'ils font les gars, on ne comprend pas. Je ne mange plus de sucre, et plus simple que j'apprends à gérer ma consommation. Je ne bois plus du tout d'alcool, et plus simple que je bois avec modération. Le tout ou rien, c'est de la paresse intellectuelle déguisée en discipline.
Et peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent. Ce raccourci du jamais ou alors toujours. Eh bien, c'est normal. C'est même un problème que l'on observe de plus en plus dans la société actuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes submergés d'informations constamment et que notre cerveau ne peut tout simplement plus suivre. Il ne peut pas réfléchir et nuancer tout ce qu'il entend. Alors, il choisit rapidement pour ou contre, pro ou anti. Parce que ça demande trop d'énergie sinon. Et les médias l'ont très bien compris. Il faut étiqueter chaque information, chaque personne, car les extrêmes et la négativité, ça maintient le téléspectateur devant son écran. C'est comme cela que pendant la crise Covid, on avait les pro-vaccins et les anti-vaccins. Et au milieu, personne. On n'avait pas le temps pour la nuance. Il fallait être extrême. C'est pour ça qu'en janvier, on se dit plus jamais d'alcool et qu'en février, on se prend des cuites monumentales parce qu'on a craqué à un moment donné. Et que foutu pour foutu, autant y aller à fond. Pareil pour le régime cétogène. Vous allez tenir 2 semaines parce que c'est trop restrictif et vous allez craquer et vous allez engloutir une baguette entière avec du Nutella parce que c'était trop dur. Et ça, c'est pas de la transformation. C'est juste du yo-yo émotionnel. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on a ce besoin des extrêmes? Ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais les extrêmes nous donnent une identité instantanément. Je suis vegan, je suis carnivore, je suis de la team keto. Et là, tout d'un coup, on appartient à une tribu. On a une étiquette. Vous savez qui vous êtes. Il n'y a pas de flou. L'extrême, en fait, vous donne l'illusion du contrôle dans un monde chaotique. Si je contrôle parfaitement mon alimentation, alors je contrôle ma vie. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait peut-être 10 ans que vous essayez de contrôler vos émotions et vous n'avez jamais été autant paumé qu'aujourd'hui. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que la recherche du contrôle absolu produit l'effet inverse. Vous aurez forcément besoin du lâcher-prise à un moment donné. C'est comme ça. Voyez cela un peu comme une loi de la nature. Mettre toute votre énergie sur un facteur en ignorant les autres, c'est comme arroser parfaitement une plante dans le noir et sans engrais. C'est pas très efficace, on est bien d'accord. Il faut un peu de tout. Et puisqu'on est dans le côté obscur, laissez-moi vous dire ce que les influenceurs ne vous montreront jamais. Vous les connaissez, c'est par exemple celui qui se lève à 4 heures depuis 10 ans, celle qui court 20 km tous les matins, l'experte de l'alimentation sans sucre et des antinutriments. Ils ont l'air en forme, énergiques, plein de succès, tout va bien. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que leur extrême fonctionne pour eux, pour leur génétique, pour leur contexte et pour leur névrose particulière. Et en fait, copier ces gens-là, c'est comme porter leurs chaussures. Par miracle, ça peut marcher, mais dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas. Un exemple de sportif extrémiste, c'est David Goggins, qui court 200 km par semaine. Si vous essayez ça demain, vous finissez à l'hosto en fait. On a tous en tête l'archétype de l'influenceuse fitness qui fait 2 heures de sport par jour, mais qui n'a pas d'enfant, qui ne se lève pas à 7 heures du matin pour aller travailler. Car le sport et son corps sont son métier. Et c'est évident que vous n'allez jamais obtenir des résultats comme eux, parce que vous ne pouvez tout simplement pas adopter leur mode de fonctionnement. Et puis ce qu'ils ne disent pas, c'est que beaucoup de ces extrémistes du bien-être sont en fait des anciens addicts qui ont juste changé de drogue. L'ancien alcoolique qui devient fanatique du crossfit, l'ancien anorexique qui devient obsédé par l'alimentation parfaite, ou l'ancien drogué devenu gourou du jeûne. Ils ont tout simplement remplacé une addiction par une autre. Mais comme c'est sain, on applaudit. Et souvent, quand tu trouves quelque chose qui t'a permis de voir le monde différemment, de voir ton corps différemment, d'avoir une amélioration dans ton bien-être, dans ta santé, eh bien, pour toi, c'est évident que c'est la solution à tous les problèmes. Parce que ça a fonctionné pour toi. Alors tu veux l'exposer au monde entier. Il y a un côté logique dans tout ça. Mais sauf qu'il y a un biais. C'est que ce régime cétogène qui a aidé cet influenceur à aller mieux dans sa santé et son bien-être, eh bien, il y a d'autres solutions qui auraient fonctionné exactement de la même manière, voire mieux. Dire que supprimer les glucides de son alimentation pour toujours est une bonne idée, c'est archi faux. C'est pas possible en fait. De la même façon que manger que de la viande tous les jours, toute sa vie, c'est pas non plus la solution. En fait, c'est cette tendance à remplacer un problème par son opposé.
Pas de sport devient sport tous les jours, sans exception. De la malbouffe qui devient de l'orthorexie, qui est l'obsession de manger pur. On passe du chaos total à une routine militaire. Bref, c'est pas ça l'équilibre. C'est le même déséquilibre, mais avec un signe opposé. Et si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, surtout ne vous jugez pas. Il faut parfois explorer les extrêmes pour trouver son propre équilibre. Donc c'est pas un problème d'expérimenter ça. Le seul problème, c'est quand ça dure trop longtemps. Le philosophe Hegel appelle ça la dialectique. La thèse, l'antithèse et enfin la synthèse. On part d'un extrême, on explore son opposé et c'est seulement après qu'on trouve l'équilibre. C'est aussi l'idée que toutes nos expériences, même les plus mauvaises, peuvent nous apprendre quelque chose de positif. Parce que quand on ne maîtrise rien du tout sur un sujet, on peut facilement se laisser porter par tout et n'importe quoi, pour peu que le régime ou les arguments avancés nous parlent un minimum. Et au fond, ce n'est pas dramatique du moment que vous apprenez de ces expériences. Parce que si on savait tout sur tout, on ne ferait jamais d'erreur. Et je ne vais pas vous le cacher, j'ai moi-même été sensible à certaines idées extrêmes lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la santé et au bien-être, notamment l'alimentation crue. Alors je n'ai jamais vraiment mis en pratique parce que déjà c'est trop compliqué, mais certains arguments, comme mange uniquement ce que la nature a prévu pour toi, ont fait écho en moi et ça me paraissait tellement évident. En plus de ça, je m'intéressais également à la permaculture au même moment et donc ça a peut-être aussi contribué à ça. Mais dans tous les cas, cette expérience m'a donné un petit détecteur à l'extrémisme alimentaire qui m'est très utile aujourd'hui et je garde évidemment quelques éléments positifs de la pratique malgré tout. Il y a toujours un fond de vérité, sinon les gens n'adopteraient pas ces régimes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on évite ce piège de l'extrémisme? D'abord, on reconnaît les signaux d'alarme. Peut-être que vous êtes sur le point de basculer si vous utilisez toujours les mots jamais ou toujours pour vos habitudes par exemple. Si vous jugez les autres pour leurs choix alimentaires ou sportifs, ou alors si vous paniquez parce que vous avez raté un jour. Si vous cochez une de ces cases, pour moi la meilleure des solutions, c'est la règle du 80-20 version santé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la règle du 80-20, c'est une loi créée par l'économiste italien Pareto qui a remarqué que 80% de la richesse était détenue par 20% des gens. Que les villes étaient peuplées à 80% contre 20% pour les villages. Et en fait, il a remarqué que cette règle des 80-20 s'appliquait à tous les domaines de l'existant. Eh bien, figurez-vous qu'on peut l'appliquer également pour notre santé et notre bien-être. Par exemple, 80% du temps, vous faites des choix conscients et sains pour votre bien-être, et 20% du temps, vous vivez. 80% de légumes de bonnes protéines la semaine, et 20% de pizza avec les potes. 80% de coucher avant 23 heures, 20% de soirées qui peuvent s'éterniser. 80% d'eau, 20% de ce qui vous fait plaisir. La perfection à 100% tient 2 semaines. L'équilibre à 80% tient toute la vie. Choisissez. Ensuite, diversifiez vos sources pour un meilleur bien-être. Rappelez-vous les pourcentages que je vous ai donnés tout à l'heure. Au lieu de devenir parfait sur l'alimentation, devenez correct partout. Une alimentation correcte, un sommeil correct, un mouvement régulier, une meilleure gestion du stress, des relations apaisées et inspirantes, diminuer les sources de négativité dans son environnement, etc. Alors c'est sûr que c'est moins guru-friendly, mais c'est beaucoup plus efficace. Et puisque vous savez parfaitement à l'avance que votre alimentation n'est pas parfaite, qu'il y aura des repas où vous allez vous faire plaisir, eh bien anticipez-les. Choisissez vos écarts à l'avance. Si vous savez que dans la semaine vous allez avoir envie de manger un burger par exemple, eh bien préparez ce moment où ça va arriver. Plutôt que vous retrouver avec la flemme 20 minutes avant de manger et de devoir aller dans un fast-food. Par exemple, vous pouvez vous dire, samedi soir, je mange ce que je veux. Le dimanche, pas de réveil, et une fois par semaine, je zappe ma routine. En fait, c'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Ça vous permet de respirer un petit peu, de décompresser. Parce que c'est pas toujours facile de bien faire. Ah non, sinon ça saurait si c'était facile, on est bien d'accord. Et en fait, ça évite le craquage total. Ce moment où on tire tellement sur la corde que le retour de bâton est beaucoup plus violent.
c'est que ça repart dans l'autre sens complet. Et là, c'est le craquage absolu. On avale tout et n'importe quoi, on fait plus rien, tous les efforts disparaissent d'un coup. Et au final, l'immense gâchis de votre transformation, c'est pas le craquage, c'est la restriction qui était là dès le départ. Parce qu'en fait, le craquage, c'est juste une réaction normale. C'est la réaction normale et opposée à la restriction que vous vous êtes imposée. C'est beaucoup plus efficace de faire un petit changement et d'avoir un petit craquage. Parce que ce petit craquage ne va pas tout gâcher, mais il sera suffisamment satisfaisant pour que vous puissiez continuer à faire vos petits changements. Vous comprenez ? C'est comme un barrage avec des vannes de sécurité. Ça va tenir. Mais un barrage qui est fermé hermétiquement de toutes parts, il va finir par céder sous la pression. Et surtout, n'hésitez pas à remettre en question tout ce que vous entendez sur Internet. Et commencez par remettre en question ce que je vous dis moi. C'est super important. Ne prenez rien pour argent comptant. Faites vos propres recherches. S'il y en a un qui vous dit A, allez également écouter celui qui dit B. Si la solution semble trop simple pour un problème complexe, c'est probablement du bullshit. Parce que le corps humain, c'est 37 000 milliards de cellules, des milliers de processus biochimiques et une interaction constante avec son environnement. Vous pensez vraiment qu'en supprimant les glucides ou en ne mangeant que cru, on a trouvé le truc que des millions de scientifiques ont raté ? L'humilité, c'est accepter que la santé est complexe, qu'elle est multifactorielle et que personne n'a toutes les réponses. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne l'exemple des scientifiques eux-mêmes. Et je parle des vrais scientifiques, pas de ceux qui parlent au nom de la science, parce que c'est deux espèces différentes. Il y a ceux qui parlent au nom de la science, sont généralement catégoriques, voire hystériques. La science étant la vérité absolue, c'est la nouvelle religion. Tous les autres sont des complotistes ou des conspirationnistes. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la science n'a pas les réponses à tout, et qu'au moins 20% des études scientifiques actuelles seront remises en question par de nouvelles études dans quelques mois, dans quelques années. Et de l'autre côté, vous avez les vrais scientifiques, ceux qui font vraiment les études, qui dédient leur vie des fois à des études scientifiques, qui même lorsque leur travail mène à des conclusions assez claires, font appel à la prudence et demandent des recherches supplémentaires. Parce que dans chaque étude scientifique, il y a des biais, il y a des éléments qu'on ne peut pas prendre en compte. Et donc, ils restent humbles, ils restent tempérés dans leurs conclusions. Tout l'inverse de ceux qui parlent au nom de la science, bien évidemment. Maintenant, parlons du vrai courage. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. En réalité, c'est facile d'être extrême. Je ne touche plus jamais à ça. Et boum, vous avez pris la décision en 2 secondes. Alors que la modération, c'est difficile. Ça demande de la conscience, de la présence, du discernement. L'extrême, c'est la facilité. La modération, c'est le vrai défi. Manger un carré de chocolat sans finir la tablette, boire un verre de vin sans vider la bouteille, faire du sport sans devenir obsédé. Ça, c'est de la maîtrise. Mais ça ne fait pas de bonne story Instagram, on est bien d'accord. Aujourd'hui, j'ai mangé normalement et j'ai fait 30 minutes de marche, 3 likes. Les réseaux sociaux récompensent l'extrême, alors que la vie récompense l'équilibre. Choisissez votre camp. Petit disclaimer quand même pour les personnes victimes d'hyperphagie ou d'anorexie par exemple, car il est évident que ces personnes-là préféreraient retrouver un équilibre. Je ne parle donc pas de l'extrémisme alimentaire qu'on subit, mais bien de celui que l'on choisit consciemment. Et pour certaines addictions, comme l'alcool ou le tabac, l'arrêt définitif reste de toute façon la meilleure des solutions. Je pourrais traiter de ces sujets dans un prochain épisode si cela vous intéresse, car la méthode sans échec peut vous permettre de sortir d'une addiction. C'est grâce à cette méthode notamment que j'ai pu arrêter de fumer il y a quelques années. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez transmettre cette obsession sans même vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce que vos enfants vous regardent. Si vous oscillez entre maman ne mange rien ou maman mange tout, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Si vous transformez chaque repas en cours de nutrition, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Si vous refusez un gâteau d'anniversaire parce que c'est du poison, quel message vous envoyez ? En fait, vous leur transmettez vos névroses alimentaires sous couvert de la santé. Et les enfants dont les parents sont obsédés par la nourriture saine développent plus de troubles alimentaires. Vous voulez des enfants sains ? Montrez-leur l'équilibre, la joie de manger, le plaisir du mouvement.
pas l'obsession et la restriction. Parce qu'un parent détendu avec une alimentation correcte fait mieux qu'un parent stressé avec une alimentation parfaite. Et j'ai été moi-même victime de ça à un moment donné, où je voulais un peu trop contrôler ce que les enfants allaient manger, que ce soit au petit déjeuner ou au goûter par exemple. Eh bien le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler les gâteaux d'anniversaire. On ne peut pas contrôler ce que les grands-parents vont donner aux enfants. On ne peut pas contrôler ce qu'ils vont manger à l'école, etc. Ça me rendait fou de voir toutes les vacheries qu'ils avalaient. Et on va pas se mentir, c'est bourré d'additifs, de sucre, et finalement ça leur apporte pas grand-chose de positif. Mais c'est quand même pas évident finalement de vouloir tout contrôler. Parce qu'un enfant qui voit tous ses copains manger des gâteaux au Nutella ou j'en sais rien, et que nous on interdit, en fait c'est vécu comme une punition. Et tout ce que ça va nourrir en lui, c'est cette envie et ce besoin de manger des gâteaux comme cela. Et donc du coup, au lieu de me stresser, à vouloir tout contrôler, et surtout à me rendre compte que je ne peux pas tout contrôler, eh bien j'ai adopté le 80-20, également pour les enfants. Et maintenant c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus gérable. C'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, ils vont manger correctement la plupart du temps, et de temps en temps, on va leur donner ce qu'ils veulent vraiment. Que ce soit des tartines au Nutella, des peach pré-mâchés, des bêtises comme ça. Et bien sûr, c'est pas terrible. Mais d'un autre côté, il faut bien se rendre compte que les enfants, c'est le docteur Alouche qui dit souvent ça, c'est que les enfants sont des chaudières. Ils consomment absolument tout ce qu'ils avalent. Parce qu'ils sont en pleine croissance, bien évidemment. Et donc, même s'ils consomment un peu plus de sucre, ils vont beaucoup mieux le tolérer que les adultes. Ça n'aura pas du tout le même impact. Et pareil pour le gluten. Souvent, les enfants le gèrent très très bien, alors qu'une fois adulte, ça peut devenir compliqué. Donc là, l'objectif, c'est plus de leur instaurer une habitude de manger des aliments qui sont vraiment nutritifs. De leur faire manger des légumes, des aliments complets qui sont bons pour leur santé 80% du temps. Et les 20% restants, eh bien tranquille, on respire. Parce que c'est aussi important de leur inculquer le plaisir de l'alimentation. Et c'est vrai que ça peut pas être une corvée à chaque repas pour les enfants. C'est déjà compliqué de leur faire manger des légumes. Alors si en plus de ça, on commence à tout contrôler, eh bien on prend le risque de créer des compulsions alimentaires plus tard. Et donc c'est une partie de cette expérience que j'ai mis dans la méthode sans échec via l'application winterbloom.app qui est gratuite et qui est conçue pour justement éviter ces pièges. Vous n'avez pas 70 habitudes à traquer, vous n'avez pas non plus de score de perfection, juste quelques habitudes clés qui peuvent être bonnes pour votre santé à long terme. Et vous êtes parfaitement autonome. Vous choisissez les habitudes que vous avez envie d'implanter dans votre quotidien, vous choisissez les jours où vous voulez les réaliser sans devenir des obsédés du bien-être pour autant. Et pour ceux qui veulent approfondir, il y a la formation incluse qui parle justement de tout ça. Comment éviter le piège du tout ou rien, comment construire des habitudes durables pour que, sur le long terme, on soit totalement transformé avec le moins d'efforts possible. Le tout, c'est comment rester humain dans sa quête de mieux-être. Ce que vous devez comprendre, c'est que la perfection ne durera jamais. Le vrai progrès, il est imparfait. Il y a des hauts et des bas. Votre jardin intérieur n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être vivant. Alors cette semaine, je vous propose un exercice différent. Identifiez un domaine où vous vous sentez un peu extrémiste. Vous avez tendance à utiliser le toujours ou le jamais. Et introduisez volontairement une exception, une seule. Si par exemple vous ne mangez jamais de dessert, mangez-en un cette semaine, consciemment, sans culpabilité. Si vous faites du sport tous les jours sans exception, sautez un jour, volontairement. D'ailleurs, pour votre récupération, ça ne vous fera que du bien. Si vous vous levez tous les jours à 5 heures, dormez jusqu'à 7 heures pour une fois. Observez ce qui se passe. Est-ce que le monde s'écroule ? Non. Vous respirez peut-être même un peu mieux. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est que les gens les plus sains ne sont pas les plus stricts. C'est ceux qui sont en super santé, mais qui socialement, on a l'impression qu'ils mangent n'importe quoi. Ils se font plaisir à manger du gâteau d'anniversaire, de se resservir 2 ou 3 saucisses au barbecue, ou qui ont l'air de manger comme 3 ou 4 sans prendre un gramme. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la semaine chez eux, ils mangent nickel. Ils ont une routine
bien établie qui va dans le sens de leur bien-être et de leur santé. Et ils ont décidé que pour les événements sociaux, ils pouvaient se faire plaisir. Alors qu'à l'inverse, il y a certaines personnes qui, socialement, vont dire « Ah mais non, moi je fais attention, je veux pas trop manger, je suis au régime ou j'en sais rien », alors qu'on voit très bien qu'ils ne font pas attention en réalité. Ça se voit. Mais en fait, ils essayent de se racheter une conscience dans les moments où ils pourraient tout simplement se faire plaisir. Pourquoi ? Parce que pour ces personnes-là, la semaine, quand il n'y a personne qui les regarde, ils font n'importe quoi. Et ils pensent inconsciemment que ça n'aura pas de répercussions, pas de conséquences. Mais c'est bien au quotidien qu'il faut s'occuper de son bien-être, pas pendant les anniversaires ou le week-end. Parce que c'est évident que quand on se fait inviter pour une raclette le samedi soir, elle aura une saveur différente si vous en avez déjà mangé 2 ou 3 dans la semaine, on est bien d'accord. Alors qu'au contraire, lorsqu'on fait plus ou moins attention toute la semaine, le week-end où on va se faire inviter, on va prendre du plaisir à manger. Et ça nous fera pas de mal. Parce que les personnes qui priorisent vraiment leur santé, ils ont compris que la santé, ce n'est pas juste le corps, c'est également l'âme, les relations, la joie. Être en parfaite santé tout seul, c'est être malade socialement. Le printemps que vous recherchez, il n'est pas dans l'extrême ni dans la perfection. Il est dans cette zone un peu tempérée où vous prenez soin de vous sans vous tyranniser. Vous progressez sans vous punir. Où vous vous améliorez sans vous haïr. Et si, admettons, il y a une période où pendant 2-3 jours, vous avez envie plus de sucre que d'habitude, mangez sucré. C'est pas comme si vous alliez manger sucré toute votre vie. Vous avez une petite période comme ça où vous ressentez le besoin de manger plus sucré que d'habitude, pas de souci en fait. Acceptez-le. Parce que le printemps, c'est 20 degrés. C'est pas moins 20 ou 40. C'est tempéré. Alors pour votre santé et votre bien-être, soyez également tempéré. Si vous partez de rien, que ça fait des années que vous avez mis de côté votre bien-être, votre santé, inversez le processus par 1 ou 2 actions positives pour votre bien-être, sans partir dans des délires de transformation définitive, du je supprime tout, ou je change totalement, ça n'a aucun intérêt parce que vous l'avez déjà fait plusieurs fois et que ça vous a mené nulle part. Alors faites déjà juste quelque chose de mieux durablement et ça sera très bien. La semaine prochaine, on parlera de l'histoire qu'on se raconte, ces narratifs personnels qui deviennent nos prisons mentales. Comment notre identité narrative peut nous bloquer dans notre hiver intérieur. D'ici là, détendez-vous, mangez ce carré de chocolat, sans finir la tablette. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, votre jardin intérieur n'a pas besoin d'un tyran, juste d'un jardinier.